Dans un monde débordant de magie, des monstres appelés Némésis tombent du ciel et peuvent maudire et infecter tout ce qu'ils touchent. Ceux qui survivent à l'attaque et à la malédiction des Némésis acquièrent également la capacité de manier un pouvoir magique connu sous le nom de Fantasia, faisant d'eux des sorciers. Dans le village de Pompo Hills, Seth, un adolescent de 15 ans, qui est maudit en tant que sorcier. Il s'efforce de devenir le plus grand sorcier du monde pour sauver le monde des Némésis et apporter la paix entre les sorciers et l'humanité. Par une journée tranquille à Pompo Hills, Seth, un jeune sorcier, saute agilement de toit en toit avec une miche de pain fraîchement achetée, s'émerveillant de la beauté de la ville. Il décide de retrouver son ami, Tommy, pour l'impressionner avec ses sorts magiques, mais découvre que ses livres de magie ont été pris sans permission. Malgré les avertissements de Tommy, Seth tente de lancer des sorts sans succès, et sa tentative de coup signature, le coup de poing du titan, provoque le chaos en déclenchant une ruée de vaches démoniaques. Pendant ce temps, Alma, une autre sorcière, rencontre des problèmes dans un magasin local à cause de sa condition de sorcière, mais elle résout la situation avec sa magie avant de remarquer le tumulte causé par Seth et Tommy. Alma utilise sa magie pour contenir les vaches et réprimande Seth pour ses ennuis constants, le mettant en garde contre une possible punition. Alors que la situation s'aggrave, Seth et Alma décident de s'envoler sur un balai. Confus par le rejet envers les sorciers, Seth demande à Alma, qui explique qu'ils sont craints et méprisés par rapport au dangereux Némésis. Seth est puni en devant nettoyer la maison d'Alma et est averti des futurs problèmes. Alma l'exhorte à se concentrer sur l'amélioration personnelle, pas seulement en tant que lanceur de sorts. Malgré tout, Seth reste déterminé à prouver sa valeur et se lance pour devenir un chasseur de Némésis. Alors qu'ils discutent des Némésis, un œuf tombe du ciel, indiquant l'apparition d'un autre Némésis. Alma part l'affronter, mais Seth décide de se battre seul. Avec l'aide de Tommy pour avertir les villageois, Seth affronte le Némésis armé d'outils magiques. Bien qu'il soit submergé par le monstre, Seth risque tout pour protéger Tommy. Alors qu'il semble sur le point d'être vaincu, Seth est sauvé par l'arrivée de plus de sorciers, qui louent son courage. Après l'arrivée surprenante de la bande des chasseurs de Némésis, Seth rencontre d'autres sorciers et découvre qu'ils sont le Quatuor de la Bravoure, une équipe dédiée à protéger les gens des menaces de Némésis. Malgré la méfiance des villageois, le chef du Quatuor de la Bravoure reconnaît le courage de Seth et lui confie la tâche d'arrêter le Némésis. Alors que la bataille avec le Némésis s'intensifie, Seth réalise qu'il ne peut pas vaincre le monstre par la seule force brute et se souvient du conseil du chef de ne pas se fier uniquement à la force. Pendant ce temps, Tommy découvre que le Quatuor de la Bravoure prévoit de cambrioler la banque pendant que la ville est distraite par la crise. Au milieu du chaos, Alma revient et avertit Seth de ne pas prendre de décision hâtive. Seth parvient à contenir momentanément Némésis, mais il découvre que le Quatuor de la Bravoure a profité de la situation pour son propre bénéfice, ce qui déclenche sa colère et sa désillusion. Néanmoins, Seth affronte Némésis, déterminé à protéger les citoyens, rejetant les propositions du chef de ne se battre que pour lui-même. Tandis que le Quatuor de la Bravoure observe de loin, surpris par le changement de Seth, il se lève pour affronter la menace de Némésis, démontrant sa détermination à être un véritable protecteur du peuple. Seth émerge en héros en sauvant les occupants de la banque de l'explosion imaginaire causée par Némésis. Utilisant sa magie sans avoir besoin d'artefacts, Seth semble vaincre le monstre avec son puissant coup de poing titan. Bien que Némésis survive à peine, son corps blessé est finalement détruit par l'attaque crânienne d'Alma, qui s'occupe ensuite des blessures de Seth. Alma réprimande Seth pour son imprudence à utiliser la magie sans protection et le met en garde contre l'acquisition, bien que Seth ait confiance dans la gratitude des villageois. Tommy rend les restes des gants de Seth et remercie Alma de les avoir sauvés. Cependant, Alma pense qu'il n'y aura jamais de compréhension entre les gens ordinaires et les sorcières. Déterminé à détruire tous les Némésis et à changer la perception envers les sorciers, Seth prévoit de localiser le supposé nid ennemi appelé Radiant. Alma raconte comment elle a trouvé Seth après qu'ils aient tous deux perdu la mémoire lors d'une attaque. Depuis, Alma s'est consacrée à protéger Seth et à découvrir son passé. Alma se souvient de ses efforts pour trouver des indices sur leur vie passée, mais sans succès. Malgré les défis, elle a décidé d'élever Seth comme un véritable sorcier, l'emmenant vivre dans une maison flottante pour le protéger. Lorsque Seth décide de partir à la recherche de Radiant, Alma le soutient avec des outils et des mots d'encouragement, lui demandant de ne pas devenir un monstre. Les larmes aux yeux, Alma regarde Seth partir sur son nouveau balai, tandis que même les villageois font leurs adieux au jeune sorcier. Le chercheur de l'Institut Artemis, surnommé Doc, s'approchait de l'observatoire d'Alma à bord d'un navire ayant une forme particulière de cochon. Pendant son approche, il a consulté Alma sur l'emplacement des restes du golem Némésis. Pendant ce temps, il a été révélé qu'un navire de l'Inquisition sous le commandement du capitaine Dragunov avait capturé un sorcier et poursuivait sa recherche d'autres. Alma se plaignait d'avoir contacté l'Institut Artemis 3 jours auparavant, affirmant que Doc avait ordonné à son assistant de se rendre à Pompo Hills pour préparer son arrivée. Doc, perplexe, soupçonnait que son assistant s'était encore une fois égaré.
Simultanément, les inquisiteurs ont tenté d'arrêter Seth, qui a vigoureusement résisté à bord de son navire. Intrigué par le tumulte, Dragunov a demandé la raison et ses chevaliers ont expliqué que Seth avait percuté leur navire et qu'en tentant de l'interroger, une bagarre avait éclaté. Remarquant les cornes de Seth, Dragunov a demandé s'il était un sorcier. Seth a admis en être un, ce qui a conduit les inquisiteurs à l'arrêter et à l'enfermer dans une cage en argent noir. Seth a supplié d'être libéré pour chasser Radiant, mais Dragunov l'a rejeté et a ordonné de le garder à bord pour être maudit. Alma avait instruit Seth de chercher le puissant sorcier, Yaga, dans un village de recherche appelé Artemis. Pendant ce temps, à bord du navire, Seth découvrit Molly, une petite créature flottante, et une fille nommée Molly piégée sous le vaisseau. Molly se révéla être une sorcière envoyée de Némésis, accompagnée de son ami, Monsieur Boubry. Après avoir été séparé de son ami, Doc, Molly se retrouva piégée et admira les cornes de Seth. Cependant, leur rencontre fut interrompue par une agitation soudaine sur le navire, moment où Doc fit son entrée. Molly reconnut Doc et révéla immédiatement sa véritable identité. En réalisant que Doc transportait les restes de Némésis, Dragunov l'a également arrêté. À l'intérieur du navire, Seth et Doc se présentent et Seth découvre que Molly était l'assistante de Doc. Doc a expliqué qu'il faisait des recherches sur les Némésis, affirmant que les vaincre un par un était monumental. Seth a promis de les vaincre en utilisant Radiant et Doc a révélé qu'Alma était la femme qu'il avait élevée. En tentant de s'échapper, M. Boubry a réussi à voler les clés, facilitant leur libération. Cependant, ils ont été interceptés par Dragunov et ses chevaliers. Seth a utilisé son coup de poing titan pour les repousser, surprenant Dragunov en le voyant utiliser la magie sans instrument. Face à la résistance des chevaliers, Molly a protégé le groupe avec sa magie défensive, mais a soudainement adopté une attitude offensive lorsque sa personnalité alternative a été libérée sous un stress extrême. Impressionné par son pouvoir, Seth a été alarmé par son comportement. Alors qu'il tentait de fuir, Dragunov menaça de tirer sur Molly, mais Seth utilisa son Titan Punch pour libérer le vaisseau de Doc. En s'échappant vers l'Académie Artemis, les sorciers laissèrent derrière eux les chevaliers déconcertés. Ils cessèrent leurs hostilités à l'approche de la Cité des Sorciers. Après avoir échappé à l'Inquisition, Molly, Doc et Seth arrivent épuisés à la station d'amarrage de l'Institut Artemis. Seth est stupéfait de voir la multitude de sorciers s'affairant dans la ville, mais Molly l'avertit qu'il doit passer par le processus d'enregistrement des citoyens pour pouvoir utiliser les installations. À contre-cœur, Seth se soumet au processus sous l'insistance de Doc, qui craint de manquer la cérémonie d'admission. Dans les coins, une figure énigmatique murmure ses doutes en entendant le nom Alma. Au milieu de la cérémonie, Seth identifie Lord Majesty comme le chat jaune dont Alma l'avait averti. Lord Majesty expose la mission de l'Institut Artemis visant à éradiquer les malédictions qui affligent les sorciers. Bien que Seth semble désintéressé, lui et ses compagnons terminent les procédures de citoyenneté, sans se rendre compte des conditions cachées qui les lient par des dettes. Doc célèbre secrètement, voyant son plan se réaliser en découvrant que la dette de Seth est de son fait. Seth, regrettant de ne pas avoir écouté les avertissements d'Alma, décide de chercher Yaga et de continuer son voyage sans régler sa dette au grand désespoir de Doc. Malgré les supplications de Doc, Seth et Molly se lancent à la recherche de Yaga, semant le chaos et augmentant leur dette. Après une journée épuisante, le trio se repose dans un parc où Doc est reconnu comme le roi de la dette. Un vieil homme mystérieux laisse entendre qu'il connaît l'emplacement de Yaga, mais avant de partager l'information, il interroge les intentions de Lord Majesty concernant l'extorsion de ses citoyens. Avant qu'il ne puisse répondre, l'alarme retentit. L'Inquisition approche pour les capturer. Cependant, la milice de l'Institut Artemis intervient et déjoue les plans de l'Inquisition. Un essaim de sorciers entoure la ville, stoppant l'avancée de leurs poursuivants. Un soldat inquisitorial informe le vice-capitaine qu'ils ont reçu l'ordre de se retirer, résultat de l'utilisation efficace des ressources par l'Institut Artemis. Le capitaine Dragunov révèle le pouvoir politique et militaire de l'institution, ainsi que la présence de membres du Coven des 13 sorciers, avertissant de leur nature redoutable. Alors que l'Inquisition se retire, le vieil homme parle à nouveau, soulignant la protection offerte par l'Institut Artemis aux sorciers. Il interroge Seth sur ses plans après avoir trouvé Yaga. Seth exprime sa détermination à devenir assez puissant pour affronter Radiant, recevant la désapprobation du vieil homme. Cependant, ce dernier révèle sa véritable identité en tant que Yaga. Plus tard, il est révélé que Dragunov a informé le grand inquisiteur de ses découvertes, l'avertissant du danger que représente Seth. Ils conviennent tous deux que le jeune sorcier doit être capturé, scellant ainsi le sort incertain de Seth et de ses compagnons. Molly se lève à l'aube, rayonnant d'optimisme envers la nouvelle journée et le partage avec ses poupées en carton bien-aimé. Mais sa routine sereine est soudainement interrompue par les cris lointains de Seth qui se heurte maladroitement à sa fenêtre, réclamant désespérément de l'aide pour apprendre la magie. Seth, désireux de maîtriser un sort offensif de base comme les chutes de météores pour impressionner le grand sorcier, Yaga cherche l'aide de Molly. Malgré sa volonté d'aider, Molly ne peut utiliser que la magie défensive sous forme d'attaque, car sa spécialisation réside dans la magie défensive. Avant que Seth ne parte s'entraîner seul, Molly lui suggère de chercher quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider. Il trouve bientôt Doc au Kettle Coffee Café, juste au moment où il s'apprête à déclarer son amour à Mademoiselle Melba.
Cependant, sa déclaration est interrompue par l'arrivée soudaine de Seth et Molly. Au milieu du chaos, Seth trompe Melly en lui faisant croire que Doc s'intéresse à elle, déclenchant une série de malentendus comiques. Pour s'excuser de l'interruption, Miss Melba invite le trio à un repas gratuit. Seth explique son urgence à trouver Radiant et la nécessité d'apprendre la magie offensive. Melly suggère que Doc pourrait aider, et bien qu'il soit initialement réticent, il finit par accepter grâce à la persuasion de Melba. Sur le terrain d'entraînement, Doc s'engage à aider Seth en lisant un grimoire pendant qu'il tente d'invoquer des chutes de météores. Malgré plusieurs tentatives infructueuses, Seth réussit finalement, bien que de manière explosive, laissant Doc meurtri et découragé. Après le chaos, le groupe se réunit au Kettle Coffee Café où Melly se sent impuissante de ne pas pouvoir aider Seth. La malédiction de Melly s'active, la transformant en une version plus agressive d'elle-même déterminée à enseigner à Seth par l'action. Sous l'influence de la malédiction, Melly déclenche une attaque massive. La météorite tombe et Doc se précipite pour sauver Melba. Après l'incident, Seth embrasse Molly, la remerciant pour son aide, et ensemble, ils cherchent Doc, qui a été projeté loin par l'attaque. Le lendemain, Seth emménage dans la chambre d'amis de Molly, exprimant sa joie d'avoir un colocataire. Molly explique timidement que ses poupées en carton sont ses amis. L'entraînement ardu de Seth avec Yaga continue, et il se décourage de voir les maigres progrès de son apprentissage. Plus tard, dans l'atmosphère chaleureuse du Teapot Café, Doc savoure son café tout en discutant avec Mademoiselle Melba qui s'occupe des clients aux côtés de son père. Soudain, Seth et Melly apparaissent avec Monsieur Boubry à la recherche de quelque chose à manger et la tranquillité de Doc est interrompue. Remarquant que Doc ne va rien commander, Melba lui propose d'essayer sa dernière création de café. Au début, Doc se sent nerveux, mais après réflexion, il accepte par courtoisie. À la surprise générale, le café s'avère délicieux, égayant l'humeur de Doc. Cependant, son bonheur est de courte durée lorsqu'il est surpris par un tentacule émergeant d'une bouche d'égout et l'entraînant à l'intérieur, l'emmenant dans les profondeurs. Yaga, qui arrive à ce moment-là, identifie la créature comme le Kraken Poisson-Diable. Face à la situation, Seth, Molly et Monsieur Boubry s'aventurent dans les égouts pour sauver Doc, mais leur tentative échoue à maintes reprises. Finalement, le groupe parvient à libérer Doc et à se lier d'amitié avec la créature après avoir découvert qu'ils aiment tous les deux le café. Le lendemain, il est révélé que le café préparé par Melba était en réalité l'œuvre de son père. Seth continue son entraînement avec Yaga, mais le jeune sorcier ne parvient pas à rassembler correctement la fantaisie dans ses gants, ce qui les détruit. Comme punition, Yaga lui met une paire de gants noir-argent qui l'empêche d'utiliser la magie, indiquant qu'il ne les enlèvera que lorsqu'il aura appris la leçon. Agacé, Seth part avec Molly et Monsieur Boubray pour déjeuner au café Teapot. Soudain, Doc apparaît pour les informer que Maître Lord Majesty les a convoqués pour une discussion de groupe. Une fois dans la salle du trône, le chat jaune leur indique que leurs dettes ont trop augmenté et pour les réduire, ils devront entreprendre certaines tâches. Seth et Melly ont été chargés de nettoyer l'extérieur du vaisseau de l'Institut Artemis, mais pendant qu'ils s'en occupaient, le quatuor de courageux est apparu en sous-vêtements pour voler de la marchandise du vaisseau. Seth et Melly ont combattu ensemble pour les arrêter, finissant par les vaincre et contrecarrer leur plan. Cependant, pendant le combat, Don Bossman tombe du navire, donc Seth n'a pas d'autre choix que d'enlever les gants pour utiliser le balai et sauver sa vie. Après cela, Seth, accompagné de Melly et Boubray, va s'excuser auprès de Yaga de ne pas avoir accompli sa punition, mais le vieux sorcier est conscient qu'il l'a fait pour une bonne raison, donc il laisse passer. Plus tard, Yaga remet à Seth ses gants réparés, qui sont maintenant des moufles. Une fois que le jeune homme les enfile, il est capable de gérer la fantaisie bien mieux qu'avant, grâce à sa capacité unique. Maintenant, maître et apprenti sont prêts pour le véritable entraînement. Pendant ce temps, Majesty est ravi d'avoir réussi à arrêter les voleurs aux dépens du groupe de Seth, alors il savoure un granité spécial fait avec un énorme broyeur à glace poussé par un Doc épuisé. Au café, nous trouvons Seth et Molly déjeunant ensemble, accompagnés de Yaga qui discute des nouvelles de Rumbletown. Intrigué, Seth parle avec lui pour en savoir plus sur l'Inquisition, car il croit qu'ils sont les méchants, mais son mentor enseigne au jeune sorcier que, quelle que soit la faction, il y a toujours des bonnes et des mauvaises personnes. Pendant ce temps, à bord du navire de patrouille du capitaine Dark Dragonov, il passe son temps à pêcher des poissons volants. En regardant le capitaine, la nouvelle recrue, Garv, se sent découragée d'avoir choisi cette troupe, car il n'y a pas assez d'action et, par conséquent, peu de réalisation. Après une terrible nuit de pluie et de tempête, la troupe de Dragonov se mobilise d'urgence pour assister un navire de l'Inquisition. Sur une petite île, Dragonov et sa troupe rencontrent le capitaine inquisiteur Edmund et ses soldats. Edmund demande à Dragonov d'ordonner à ses hommes de réparer son navire dès que possible, car il a subi des dommages hier lors d'une attaque par un ennemi. Edmund doit livrer les fruits de ses efforts dès que possible, ce qui implique la capture de plusieurs sorciers. Dans l'après-midi, le navire est presque réparé. Cependant, à ce moment-là, le Némésis qui a attaqué la troupe du capitaine Edmund hier apparaît devant les inquisiteurs, mais les ignore complètement. Le capitaine Edmund annonce qu'ils sont en sécurité, car le Némésis se dirige probablement vers la ville.
Indigné, Dark Dragonov mobilise son équipage pour poursuivre le Némésis. À la tombée de la nuit, Dragonov et ses soldats sont revenus et ont réussi à détourner le Némésis de la ville au grand désarroi d'Edmond. Plus tard, lorsque Edmond rencontre Dragonov, ce dernier révèle au capitaine inquisiteur qu'il a découvert qu'il livrait de faux sorciers pour gravir les échelons. En conséquence, il devra s'expliquer auprès du général Torque. Après avoir résolu cette affaire, le capitaine Dragonov contemple comment le Némésis qu'ils ont chassé avait une nageoire blessée. Pendant ce temps, non loin de là, un sorcier mystérieux est impressionné que les inquisiteurs aient réussi à effrayer le Némésis malgré son état affaibli. Ensuite, le mystérieux sorcier indique que leur prochaine étape sera Rumble Town. Après des mois depuis son départ de Pompo Hills à la recherche du Radiant, le jeune sorcier Seth se retrouva à se reposer chez Millie lorsqu'il fut pris dans un rêve de son enfance. En se réveillant, son regard tomba sur le balai de son maître, évoquant des souvenirs des jours passés depuis leur dernière rencontre. Alors que Seth sortait dans les rues, accompagné de Mélie et Boubray, il remarqua une ambiance festive. Mélie a confirmé qu'il s'agissait de l'un des festivals réguliers organisés par le directeur, Maître Lord Majesty, à la fois pour attirer des visiteurs et pour renforcer les relations avec d'autres pays, rendant ainsi difficile l'intervention de l'Inquisition dans l'académie. Doc, qui les avait entendus depuis le Teapot Café, a expliqué que Majesty organisait principalement ces événements pour des raisons économiques, ce qui a amené Seth à envisager de participer à une course de ballet pour gagner de l'argent. En se dirigeant vers le château majestueux, ils découvrirent que la course de ballet, sponsorisée par Majesty, était connue sous le nom de course de ballet Artemis, avec un prix de 10 millions de dîmes. Cependant, l'inscription nécessitait de l'argent, donc Seth et Mélie, manquant de fonds suffisants, choisirent de ne pas participer. C'est alors qu'ils croisèrent Monsieur Nick, un jeune homme arrogant et riche, se moqua de Seth et le défia de gagner la course. La conversation tournait autour d'Alma, la professeure de Seth, ce qui déclencha la colère du jeune sorcier. Déterminé à gagner en l'honneur de sa professeure, Seth se prépara pour la course. Malgré les moqueries de Nick et ses tentatives de sabotage, Seth et Mélie montrèrent leurs compétences et leur détermination, affrontant même l'interférence de Majesty. Bien que Nick ait gagné la course, Seth et Molly ont sauvé les sbires de Nick d'un danger imminent, démontrant leur bravoure et leur détermination. Après l'événement au café, Doc déplorait le manque de victoire de Seth, ce qui signifiait plus de problèmes financiers. Conscient de la nécessité de trouver un emploi, Seth et ses amis se préparaient à affronter les défis à venir. Pendant ce temps, à Rumble Town, un individu mystérieux connu sous le nom de Grimm est arrivé avec une mission qui promettait d'être tout sauf facile. Dans le café, Doc était à la recherche d'une bonne offre d'emploi, cherchant désespérément un moyen de sortir de ses dettes croissantes. Aucune opportunité ne semblait convenir jusqu'à ce que Seth et Molly, accompagnés du fidèle Boubray, tombent sur une annonce intrigante, la chasse à un ennemi inconnu. Bien que Doc ait hésité au début, il a finalement cédé, motivé par la possibilité d'impressionner sa bien-aimée, Mademoiselle Melba. Avant leur départ, Yaga, le sage mentor de Seth, leur a offert un dernier conseil, les exhortant à faire preuve de prudence. En route vers Rumble Town, ils ignoraient l'ombre qui planait sur eux. Le capitaine inquisiteur Dark Dragonov et sa troupe les suivaient furtivement dans leur navire. En arrivant dans la ville déserte, la mission semblait simple jusqu'à ce que Doc tombe malade et que Mélie perde de vue Monsieur Boubray. Ils décidèrent de se séparer pour le chercher, mais ils rencontrèrent bientôt le Némésis qu'ils cherchaient. La poursuite prit une tournure inattendue lorsqu'un autre Némésis identique apparut et les attaqua. Seth, utilisant ses compétences, réussit à abattre l'un des Némésis, ce qui poussa l'autre à se mettre sur la défensive. Cependant, avant qu'ils ne puissent les capturer, ils ont reçu un signal et se sont échappés, laissant les deux perplexes. Leur surprise a grandi lorsqu'ils ont fait face à une meute de Némésis. Au milieu du chaos, Seth a été capturé par un sorcier mystérieux nommé Grimm, qui l'a interrogé sur sa présence dans la ville. Lorsque Seth refusa de se conformer, la confrontation s'intensifia. Heureusement, Mélie vint à son secours, forçant Grimm à battre en retraite, peu désireux d'affronter les habitants de la ville. Avec l'apparition des citoyens et des inquisiteurs, Seth et Mélie décidèrent de se retirer. Mais les nouvelles des troubles parvinrent aux oreilles de l'implacable capitaine inquisiteur Conrad de Marbourg, qui y vit une occasion de lancer une chasse aux sorcières. Après le chaos dans la rue, le trio retrouve Doc et décide de se cacher toute la nuit dans une poubelle pour échapper aux inquisiteurs. À l'aube, ils sortent et se dirigent vers la famille Z, qui les a engagés pour résoudre leur dilemme. Pendant ce temps, à la résidence du capitaine inquisiteur Conrad, la frustration grandit car il ne trouve aucune trace des sorciers qui ont semé le chaos la nuit précédente. Son humeur s'assombrit en découvrant son ancien supérieur, le capitaine Dark Dragunov, installé dans son bureau. Dragunov révèle sa présence à Rumble Town à la recherche de sorcières, bien que sa raison exacte reste un secret des ordres supérieurs. Malgré la résistance initiale de Conrad, Dragunov parvient à le manipuler pour qu'il suive ses ordres pendant qu'il profite d'un repos bien mérité. Dans la rue, le groupe rencontre la famille Z qui explique leur situation désespérée. Leur fils aîné, Taj, a croisé la route d'un ennemi qui a survécu mais l'a infecté.
Craignant d'être expulsé de la ville, la famille fait face au refus de l'Inquisition de s'attaquer à la menace. Seth et les autres offrent leur aide et suivent Taj jusqu'à l'endroit où il a rencontré le gigantesque Némésis. Au fur et à mesure qu'ils avancent, Mélie déduit la nature du Némésis qu'ils ont rencontré et le danger qu'il représente. Ils arrivent à l'entrepôt abandonné où Taj a vu le Némésis pour découvrir un arbre à plumes indiquant la présence d'un Némésis de grande envergure. Le sol tremble et les inquisiteurs évacuent les civils, révélant l'instabilité de l'îlot. Seth suggère de rester, se rappelant comment le Némésis est apparu la nuit précédente pendant l'évacuation. La nuit, le groupe attend à bord du balai de Molly et finit par attirer les échos. Seth tente de les capturer, mais il rencontre Grim qui détruit les échos avant de partir. Ailleurs, Grim piège un inquisiteur et un citoyen dans un cercueil magique. Pendant ce temps, une jeune sorcière joue de la flûte pour contrôler le Némésis caché dans la ville. Après une nuit de détente à bord de l'aéronef de Doc, le groupe fait face à la réalité décourageante. La mission semble de plus en plus périlleuse, surtout avec la présence croissante de l'Inquisition dans la ville. Doc, conscient des risques, décide de se retirer, mais avant de le faire, Seth s'interroge sur la mystérieuse marque lumineuse qu'il a vue sur le Némésis Echo. Doc, avec ses connaissances sur le sujet, révèle que ces marques indiquent que le Némésis est contrôlé par une sorcière dominatrice. Le lendemain, le capitaine Dark Dragunov, déguisé parmi la foule, écoute attentivement le crieur public blâmer les immigrants et les infectés pour les récents troubles, attisant la colère publique. En retournant à la capitainerie, il confronte Conrad de Marbourg pour sa négligence avec le Némésis et la manipulation des sentiments des gens contre les immigrants. Après avoir quitté Doc, Seth et Mélie retournent chez la famille Z pour découvrir que la maison a été pillée. La situation devient encore plus tendue lorsqu'un résident les informe des recherches de l'Inquisition pour les infecter. Craignant pour Taj, Seth et Mélie partent à sa recherche tandis que Conrad incite la population sur la place publique. Pendant ce temps, Doc, tentant de fuir la ville, tombe sur un nid de Némésis et est capturé par les gardes de l'Inquisition. D'autre part, Seth et Molly parviennent à sauver Taj d'un lynchage planifié par les citoyens en colère, mais se retrouvent bientôt acculés au mur de la 12e rue. Alors que Conrad et ses troupes arrivent, tirant un coup de semonce, Seth tente de calmer la situation, mais la confrontation est inévitable. Les chars de Conrad affichent leur puissance et le capitaine inquisiteur ordonne aux infectés de se rendre. Après avoir été capturés par Conrad de Marbourg, Seth et Mélie sont maîtrisés et désarmés. Mélie est enfermé dans une cage en argent noir aux côtés du Doc mal en point. Pendant ce temps, Conrad amène Seth et Taj devant les citoyens, les accusant d'héberger un infecté et de cacher des Némésis sur la 12e rue. Dans une tentative désespérée pour arrêter le massacre, Seth confronte Conrad et le frappe avec fureur, mais le capitaine inquisiteur se relève, renforcé par une potion, et ordonne l'attaque des chars. À ce moment critique, Grim intervient pour stopper l'assaut et rejoint Seth après avoir dissipé un malentendu. Pendant ce temps, Mélie découvre la mort tragique de Doc et, avec détermination, se libère avec l'aide de M. Boubry, affrontant courageusement un ennemi, jurant de ne plus permettre de mort devant elle. Grim se dirige vers la tour de l'horloge tout en combattant les échos, remettant en question les actions du dominateur. Pendant ce temps, Seth affronte Conrad dans une bataille féroce, tandis que Taj réalise que la seule façon de libérer les citoyens est de passer à travers eux. Ailleurs, Dragunov et ses hommes combattent le Némésis qui poursuit les citoyens jusqu'à ce que Mélie et Boubry apparaissent pour les aider, sauvant Dragunov d'un écho avec un tir de flèche précis. Le dominateur, utilisant la source du Némésis, arrache la cloche de la tour de l'horloge, menaçant de reproduire le désastre du district 13. Taj, déterminé à libérer les personnes emprisonnées, combat Conrad, tandis que Seth le protège. Taj parvient à ouvrir l'une des portes, mais fait face à la décision difficile de sauver tous les citoyens. Pendant ce temps, le dominateur ordonne à la source du Némésis de libérer la cloche, préparant le terrain pour un désastre imminent. Améline surprend tout le monde en sonnant la cloche sur la rue 6, laissant Conrad de Marbourg furieux car il a perdu sa base d'opération. Elle dévoile ensuite une histoire du passé de Rumbletown. Il y a 15 ans, l'Inquisition a pris 4 enfants infectés, connus comme les entités défensives, pour les utiliser contre le Némésis. Les citoyens les ont envoyés à la prison de la rue 13 où l'inquisiteur Oxumaré leur a donné une flûte. Conrad, rancunier envers les enfants, a conçu un plan pour inciter les citoyens à les attaquer, mais Oxumaré les a sauvés, mourant dans la tentative. Quelque temps plus tard, un œuf de Némésis est arrivé sur l'îlot. Conrad a suggéré d'évacuer les civils vers la prison pour les protéger et a proposé d'utiliser Amelin pour combattre le Némésis. Oxumaré a refusé, mais Conrad l'a trahi, le tuant ainsi qu'un autre inquisiteur. Sur le point de tuer Amelin, Oxumara blessé l'a protégée, mourant de la main de Conrad. Alors qu'elle s'enfuit, Amelin se souvient des mots réconfortants d'Oxumara et utilise sa flûte pour calmer le Némésis qui l'a sauvé de la destruction de la rue 13.
De retour au présent, Amlin révèle la vérité sur Conrad aux gens, qui admettent sa cruauté. Les citoyens se retournent contre lui, croyant qu'Amlin les sauvera, mais elle prévoit de se venger de leurs souffrances. Grimm apparaît pour affronter Amlin, et une confrontation s'ensuit. De retour au mur, Conrad ordonne à ses troupes de se préparer à attaquer la rue 12, mais Seth intervient, furieux de ce qu'il a entendu, et confronte Conrad. Au milieu de la dispute, Conrad charge Seth, mais ce dernier parvient à l'arrêter, surprenant l'inquisiteur. Néanmoins, Conrad réagit rapidement en voyant Seth voler. Le jeune sorcier utilise la magie pour amortir sa chute et contre-attaque comme une balle vers Conrad, qui bloque l'attaque avec sa lance mais reçoit un coup à l'estomac. Enragé, Conrad tente d'attaquer à nouveau, mais Seth esquive et lui assène un coup de pied puissant au visage, cabossant légèrement sa lance dans le processus. Conrad réalise comment Seth peut arrêter ses attaques et frapper avec force, ce qui le met encore plus en colère. Il essaie d'attraper Seth pour le lancer en l'air. D'un côté du mur, la famille Zed et Taj reconnaissent le jeune sorcier. Conrad vise Seth avec sa lance pour tirer, mais Seth reprend conscience à temps et se prépare à l'attaque. Puis Conrad tire sur le cordon de sa lance pour faire tomber Seth. Il croit l'avoir achevé, mais Seth a miniaturisé la pointe de la lance dans le bandage de Grimm. Seth concentre une grande quantité de fantaisie en tombant, assénant un coup puissant à Conrad qui résiste à peine à l'attaque. Ils continuent à se battre, mais la lance de Conrad se casse dans le processus et Seth détruit le mur de la rue 12 avec son coup stupéfiant. Après avoir vaincu Conrad de Marburg et abattu le mur de la rue 12, Seth aperçoit enfin Taj retrouver sa famille. Mais son moment de triomphe est brusquement interrompu par le capitaine Dart Dragunov, qui envisage d'abord de l'arrêter pour ses actions. Après une conversation avec Seth, Dragunov décide de le laisser continuer la mission d'arrêter le Domitor, bien qu'il le prévienne qu'il sera arrêté une fois la situation résolue. Pendant ce temps, dans la mer de nuages, à bord du vaisseau à grande vitesse de l'Inquisition, le général Torque et ses thaumaturges reçoivent des informations sur les activités de Conrad via le communicateur fourni par Dragunov. Malgré les discussions parmi les thaumaturges concernant les capitaines, Torque priorise la capture du sorcier cornu et envoie la mystérieuse figure encapuchonnée pour enquêter. À Rumbletown, à la tour de l'horloge, Grimm affronte Emlyn et son ennemi, Source, dans une bataille intense. Malgré avoir blessé Source et capturé Emlyn, Grimm est surpris lorsqu'elle se libère et s'échappe en utilisant un couteau déminiaturisé de sa flûte. De son côté, Molly est inconsciente parmi les décombres, mais grâce à Boubri, elle reprend conscience. Cependant, à son réveil, elle se retrouve entourée d'échos et submergée par la culpabilité d'avoir perdu un autre être cher. Elle subit une crise agressive en se remémorant la mort de sa sœur aînée à cause d'un ennemi de son enfance, détruisant tous les échos autour d'elle. Au milieu de sa frénésie, elle rencontre Seth qui parvient à la calmer et lui révèle que Doc est vivant sous la forme d'un bébé. Émue par la nouvelle, elle retrouve espoir et propose un plan pour arrêter le Domitor pendant qu'ils affrontent le Némésis. Malgré l'avertissement de Grimm sur le danger, Seth et Molly décident de poursuivre leur mission, tandis que Grimm protège Doc et Boubri. Dans la tour de l'horloge, Amolin et son ennemi, Fuente, observent la destruction de la ville s'arrêter grâce à un groupe de sorciers qui s'approche d'eux. Amolin tente d'attaquer le groupe avec ses échos miniaturisés, mais Seth intervient pour les arrêter. Grimm et Molly parviennent à esquiver l'attaque, mais Seth se retrouve pris au milieu de la bataille et reste indemne grâce à l'intervention de quelqu'un. Il se réveille à l'intérieur d'une bulle et est trouvé par une figure encapuchonnée avec des cornes qui se présente comme Payoten. Pendant ce temps, Molly et Grimm s'inquiètent pour Seth, mais ils sont soulagés de le voir vivant. Ils décident d'affronter la Domitor et son ennemi, Fuente. Grimm distrait Amlyn tandis que Molly tente d'attaquer Fuente avec un sort, mais elle est bloquée. Malgré les attaques, Molly parvient à survivre et essaie de raisonner avec Amlyn, qui refuse d'arrêter. Grimm intervient et Molly bloque son illusion avec une lanterne lutte. Grimm détruit le Némésis du Domitor. À l'intérieur de la tour de l'horloge, Pioten parle avec Seth et l'encourage à rejoindre la bataille. Pendant ce temps, Amlyn attaque furieusement, forçant les sorciers à battre en retraite. À ce moment-là, Seth émerge de sous le Domitor, prêt à l'affronter. Grimm et Molly se retrouvent dans une situation difficile en essayant d'arrêter Amlyn lorsque Seth entre en scène. Comme prévu, les deux jeunes s'affrontent tandis que Grimm et Molly reculent alors que la tour était sur le point de s'effondrer. Seth réalise qu'il ne peut pas la vaincre directement après avoir tenté son attaque de crâne explosif, qui s'avère futile, alors il change de stratégie et fait semblant d'être de son côté pour se rapprocher d'elle, car elle a mentionné qu'il aidait son propre ennemi. À ce moment précis, Seth saisit l'occasion pour essayer de la vaincre. Pendant le combat, ils débattent de la marche à suivre. Doivent-ils détruire les humains qui les rabaissent ou leur pardonner et endurer la haine? Elle semble baisser sa garde en s'ouvrant émotionnellement à lui et il en profite pour la renverser et la laisser désarmée.
Puis il propose une troisième option, trouver le radiant et chercher un moyen pour que tout le monde coexiste pacifiquement. Au moment même où Seth commençait à convaincre Ameline de le rejoindre pour trouver le radiant et travailler ensemble, leur plan est interrompu lorsque les thaumaturges, dirigés par le général Torque, apparaissent avec l'intention de capturer Seth, qu'ils considèrent comme une menace. Ameline confronte Torque pour permettre à Seth et ses amis de s'échapper, mais tragiquement, elle meurt de la main du général. En voyant la mort de Hamlin, Seth est rempli de rage et fonce sur Torque. À distance, Piotr active les pouvoirs cachés de Seth, le transformant en une créature au regard de bête sauvage. Avec ses pouvoirs libérés, Seth affronte courageusement son ennemi, laissant les thaumaturges stupéfaits en voyant le garçon cornu défier leur chef. Cependant, Grimm, conscient que Seth est désavantagé, intervient et l'éloigne de la confrontation. Peu après, une locomotive magique d'Artemis arrive pour les sauver. Tout le monde, y compris Doc, monte à bord du train et se dirige vers la ville d'Artemis. Une fois là-bas, Molly et Doc s'occupent de Seth, qui est inconscient depuis des jours. Molly s'est occupée de lui tout ce temps, allant même jusqu'à lui céder son lit pour qu'il se repose. Lorsque Seth se réveille enfin, Molly et Doc sont ravis de le voir se rétablir. Bientôt, Grimm les rejoint et Seth exprime sa profonde gratitude pour l'avoir sauvé. Après avoir remercié ses amis, Seth demande des nouvelles des ennemis de Hamlin. Molly l'informe qu'ils vont bien et vivent maintenant paisiblement sur le terrain de l'Académie Artemis. En entendant cette nouvelle, Seth ressent un grand soulagement. Après s'être remis de ses blessures, Seth semble physiquement en pleine forme, mais il se sent toujours déprimé par la perte de Hamlin. Cependant, sa renommée a considérablement augmenté après les événements à Rumbletown. Tous les journaux d'Artemis ont parlé de lui, et il est maintenant connu sous le nom de roi de la dette en raison de l'énorme montant de dettes accumulé par lui et son groupe, le plus grand de l'histoire de la ville depuis sa fondation. Ce même soir, Seth assiste à une fête organisée par Majesty pour célébrer ses exploits. Avant d'entrer, Seth remarque que Doc a grandi. Apparemment, il a pris un élixir pour augmenter son âge, mais le résultat n'a été que quelques années de croissance dans une position qui lui a coûté une fortune. Pendant la fête, tous les invités couvrent Seth de louanges, mais il se sent toujours attristé par la mort de Hamlin, à tel point qu'il décide de quitter la fête pour se changer les idées un peu. Cependant, avant de partir, il donne un bon coup de poing à l'arrogant Nick qui le méritait. Pour se distraire, Seth visite l'enclos où sont gardés les ennemis d'Hamlin. Soudain, Alma apparaît et lui dit que les gens de l'île 20 et 1 la traitent bien et ne la craignent plus. Elle lui remet une lettre dans laquelle Taj l'informe que depuis que Seth a vaincu Conrad, les choses à Rumbletown se sont améliorées et tout le monde vit paisiblement. La principale préoccupation maintenant est de reconstruire la ville. Après avoir fini de lire la lettre, Alma dit à Seth que bien qu'il n'ait pas pu sauver Hamlin, il a accompli d'autres choses qui, bien que petites, ont changé le monde pour le mieux. En entendant cela, Seth retrouve un peu de son moral. Le lendemain, Seth fait un cauchemar dans lequel il se transforme et perd le contrôle. Et pour aggraver les choses, Melly le traite de monstre. Cela le fait se réveiller immédiatement, perturbé. Pendant ce temps, les thaumaturges commencent à discuter de leur plan. Au cours de la conversation, Torque révèle qu'il prévoit d'envahir Sifandir pour vaincre les chevaliers sorciers. Dragunov, quant à lui, se sent déprimé par ce qui s'est passé à Rumbletown car il se considère responsable du comportement de Conrad, qui était son élève dans le passé. Quelques heures plus tard, Torque rencontre Piodon, semblant comploter ensemble. Cette même nuit, Dragunov informe son bras droit qu'il va démissionner de son poste et le laisser en charge de l'escadron car Torque lui a confié une mission pour se rendre à Sifandir afin de vaincre les chevaliers mages. Son bras droit lui assure qu'ils attendront son retour et le suivront fidèlement où qu'il aille. Avec ces mots en tête, Dragunov laisse ses soldats derrière lui et part pour Sifandir. D'autre part, Yaga conseille à Seth de se rendre à Caislan Merlin, la capitale de Sifandir, où il pourrait trouver des informations sur le radiant. Mais alors que tout semblait calme, plusieurs œufs de Némésis tombent sur Artemis. Doc alerte Seth que Molly est en danger car un des œufs est tombé sur l'île près de l'endroit où elle cueille des champignons. Sans hésiter, Seth se précipite pour la secourir. En arrivant à l'étang où se trouve Molly, Seth affronte un Némésis volant. Piégé par la créature, Seth active ses pouvoirs cachés et parvient à vaincre le Némésis. Cependant, il se sent terriblement coupable d'avoir perdu le contrôle à nouveau, surtout parce que Melly a tout vu. Même Alma l'a remarqué de loin. Le lendemain, Seth prend la décision de voyager seul à Sifandir, craignant de perdre à nouveau le contrôle et de blesser ses amis. Avant de partir, il laisse une lettre d'adieu à Melly expliquant la situation. Ayant pour objectif la capitale de Sifandir, Caislan Merlin, Seth se prépare à entreprendre son voyage en solitaire. Après quelques jours, Seth se réveille dans sa maison volante magique où il est surpris de découvrir que les membres du Quatuor de la Bravoure travaillent maintenant pour Alma. Ils commencent à faire des acrobaties pour se présenter, très similaires à celles d'un animé connu de nous tous. Seth demande pourquoi ils ne sont plus que 2 maintenant, car seul Bossman et livreur Geno étaient présents, et ils expliquent que le groupe s'est séparé en fuyant Artemis.
Ce duo se cachait pendant qu'ils soignaient leurs blessures, et juste au moment où ils allaient être attaqués par le Némésis, Alma est apparue pour les sauver, et maintenant ils sont ses esclaves. Seth dit à Alma qu'il a rencontré quelqu'un à Rumbletown qui prétendait être son frère. Bien qu'elle ne veuille pas accorder beaucoup d'importance à cette affaire, niant que cela puisse être vrai, il explique qu'il a ressenti une connexion avec lui comme si leurs âmes et leurs souvenirs étaient entrelacés. Bien qu'Alma et Seth ne se souviennent de rien du passé, elle lui dit qu'elle a un mauvais pressentiment à ce sujet. Pendant ce temps, nous voyons Dragunov voyager vers les montagnes enneigées où il rencontre Lissala. Elle le guide vers la cachette des Inquisiteurs où Dragunov observe une sculpture géante du fondateur de l'Inquisition. Torque, qui est également présent, commente que cette statue est la plus ancienne et était la représentation du chef de l'Inquisition. Plus tard, le général Torque dit à Dragunov qu'il a décidé de le faire entrer dans les Thaumaturges car c'est un guerrier exceptionnel. Ensuite, il lui confie sa première mission, s'occuper du garçon cornu et de ses compagnons. Seth rencontre Alma dans son avion pour élaborer un plan afin d'aller à Caislian Merlin. Le Bravery Duke, récemment rénové, lui offre un balai pour son voyage qu'ils ont réussi à obtenir à moitié prix, et il part pour sa nouvelle aventure. Alors qu'Alma et Seth discutaient des événements à Rumbletown, à bord d'un autre dirigeable, le capitaine Dar discutait de sa nouvelle première mission en tant que thaumaturge pour localiser et capturer Seth. En arrivant dans le pays où se trouve Caislian Merlin, il a été accidentellement percuté par un dirigeable géant et a réussi à s'accrocher à un navire d'amarrage qui a émergé du plus grand vaisseau. Les individus sur le navire étaient membres des marchands barons. Ils avaient un plan pour tenter d'exploiter les ressources naturelles du pays. Alors que les membres de l'équipage discutaient, Seth est tombé du haut du navire et a atterri sur l'un des marchands. Quand cela s'est produit, le prenant pour un espion, les marchands ont commencé à le poursuivre dans la forêt. Seth a réussi à s'échapper, mais l'un des marchands l'a surpris alors qu'il était en l'air. Pendant que le marchand cherchait où se trouvait Seth, des créatures d'ombre mystérieuses ont émergé de derrière un arbre et ont effrayé l'aîné. Il s'avère que ces créatures appartenaient à l'allié de Seth, Grim. Il a soigné les blessures de Seth pendant la poursuite, et le lendemain matin, Grim a mis Seth sur le bon chemin vers Caislian Merlin, lui permettant de continuer son voyage à la recherche d'informations sur Radiant. En arrivant sur place, il remarque que les maudits et les non-maudits s'entendent très bien à cet endroit. Plus tard, il rencontre Mordred et Sagramor, connus sous le nom de Cauchemar de Némésis, qui sont des aspirants chevaliers prometteurs et très populaires dans la région. Quelques secondes plus tard, à sa surprise, il voit de loin que Molly et Doc étaient également présents sur les lieux. Notre jeune homme arrive dans la ville de Merlin mentionnée et commence immédiatement à chercher des informations sur Radiant. En se promenant dans la ville, il rencontre Molly et Doc et essaie de leur parler. Mais Molly reste contrariée parce qu'il les a quittés sans rien dire et l'ignore donc. Lorsqu'il se rend à un bureau d'information tenu par une femme aux traits félins, elle lui dit qu'il y a des informations dans les archives centrales du château. Seth cherche un moyen d'entrer dans le château de la ville, mais se trouve incapable de le faire. En se promenant dans la ville, il rencontre un individu étrange devant la statue du fondateur à la barbe rousse de la ville, nommé Mayer, qui lâche un pet pour briser la glace. Cet individu lui dit qu'il peut l'aider à entrer dans le château. Notre jeune homme suit le barbu qui le conduit à l'écurie des chevaliers sorciers, tout en lui expliquant à leur sujet. À son arrivée, on lui remet une selle et l'homme barbu lui dit que le mot de passe est Lulu et Dormida. C'est là qu'il rencontre un chevalier sorcier nommé Okoho dans l'écurie, qui demande à Seth où se trouve Lulu. Réalisant que Seth est nouveau à l'écurie, Okoho lui remet un diamant qui, lorsqu'il est pressé, se transforme en armure et part rapidement en voyage. Soudain, dans la ville, une créature spectrale ressemblant à un hologramme géant apparaît. Tous les chevaliers montent des animaux volants magiques et se dirigent pour combattre le spectre ennemi, y compris Seth qui chevauche un dragon raton laveur aux côtés d'Okoho. Au début de l'attaque, Seth a été renversé et a commencé à tomber du ciel. Alors que les chevaliers sorciers affrontent le Némésis spectral et tentent de le combattre, ils perdent le contrôle du combat. Seth, en tombant au sol, rencontre des paysans surpris de voir un sorcier avec des cornes comme lui. Il leur demande rapidement pourquoi ils sont là, sachant qu'il y a un Némésis et qu'ils ne cherchent pas à se mettre à l'abri. Ils répondent que la créature est apparue de nulle part, ce qui attire l'attention de Seth, car les paysans mentionnent qu'ils n'ont pas vu d'œuf tomber du ciel. Puis Okoho apparaît et embrasse avec enthousiasme le jeune homme. Reprenant le sérieux de la situation, ils observent le Némésis attaquer au loin. Avant de retourner au combat, Seth écoute attentivement les paysans se lamenter de la ruine de leur récolte, mentionnant que c'est une malédiction de Delahan. Okoho et Seth entrent en scène et commencent à se battre contre la bête. Mais notre protagoniste réalise qu'elle détruit les champs. Okoho insiste sur le fait que leur mission est uniquement de détruire le Némésis. Seth soutient que s'ils ne protègent pas les champs, les gens mourront de faim. Ils décident alors d'utiliser Croman et de générer un bouclier protecteur. Finalement, les deux jeunes hommes parviennent à effrayer le Némésis spectral. Après la bataille, la reine Boudica apparaît, qui est la chef des chevaliers sorciers et la reine de Caislian Merlin. Elle félicite Okoho car c'est elle qui a vaincu le Némésis spectral. Quelques minutes plus tard, Seth aperçoit Grim qui observait tout déguisé en épouvantail.
Il semble que Grimm veuille protéger Seth pour une raison qui nous est encore inconnue. Plus tard, Grimm demande à Seth d'entrer dans la bibliothèque du château pour récupérer une pierre magique. Notre garçon accepte de lui rendre ce service. Seth va rendre visite à Doc et Molly dans une auberge. À son arrivée, Doc hésite à laisser Seth entrer dans la chambre, mais Molly ouvre la porte et ils commencent à discuter de ce qui s'est passé entre eux. Elle a l'impression de ne pas être importante pour lui malgré toutes les aventures qu'ils ont vécues ensemble, et il explique qu'il a agi ainsi parce qu'il ne voulait pas les mettre en danger. La jeune femme a l'impression que Seth ne lui fait pas confiance. Seth essaie d'expliquer qu'il est parti sans prévenir parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit blessée s'il perdait le contrôle de ses pouvoirs. Néanmoins, Melly lui ferme la porte au nez. Alors que Seth était assis dehors sous la pluie, Doc est sorti et lui a parlé, demandant s'il a un endroit où rester, puis ils se sont dit au revoir. Après avoir parlé avec Doc, Seth se dirigea vers l'écurie des chevaliers et trouva Okoo s'entraînant aux côtés de Dracoon. Il remarqua qu'elle utilisait d'étranges crânes sur ses genoux et les lançait sur des cibles sur le corps de Dracoon. Alors qu'elle terminait, elle remarqua Seth en train de regarder et les deux commencèrent à parler. Elle lui présenta Lulu, qui s'occupe de son dragon et l'aide aussi dans son entraînement, mais à cause d'une malédiction, elle passe toute la journée à dormir. Plus tard, elle proposa que si Seth acceptait d'être le partenaire d'entraînement d'Okoo pour qu'elle puisse devenir chevalier sorcier, elle aiderait Seth à trouver ce dont il avait besoin dans les archives du château. Ils acceptèrent tous les deux et s'engagèrent à s'entraîner dur. Pendant la nuit, Seth semblait avoir un rêve où une sorte de symbole était révélé, dessiné sur un mur. Plus tard, il a communiqué avec Alma, qui lui a rappelé les raisons pour lesquelles il avait voyagé jusqu'à cet endroit, afin qu'il ne perde pas de vue l'idée centrale. Après cela, il a mentionné ses rêves, qui ressemblaient à une sorte de souvenir. Bientôt, leur conversation a été interrompue lorsqu'il a entendu quelqu'un venir à l'écurie. Il observe Mordred embrasser la joue d'Okoo. Après cela, elle semble différente, avec des yeux inhabituels. Plus tard, Seth parvient à entrer dans le château de Kael Merlin. En se promenant, il trouve un passage secret. En suivant le chemin mystérieux, Seth arrive dans une grotte étrange où il rencontre une figure encapuchonnée nommée Diabal. Cet individu piège notre jeune héros dans une boîte magique. Peu de temps après, Seth découvre que la boîte magique sert à créer des hologrammes géants. En termes simples, la petite boîte crée des némésis spectraux et à ce moment-là, tout le monde à distance peut observer leurs figures géantes. Pour aggraver les choses, à l'intérieur de la boîte magique, un némésis ressemblant à un serpent apparaît et les choses deviennent encore plus laides lorsque le serpent attaque notre protagoniste par derrière. Cet hologramme géant alerte Cube et Okoo qui se préparent à aller sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Seth lutte pour ne pas être renversé, tout en remarquant que le spectre cesse de l'attaquer. Au loin, Grimm observe que notre protagoniste est en difficulté et pense à un moyen de sauver Seth de cette situation. Les chevaliers sorciers arrivent sur les lieux et, voyant de loin qu'il y a deux spectres qu'ils doivent combattre, décident de les entourer à 7 pour empêcher leur fuite. Avant que l'attaque ne commence, Okoo et Molly apparaissent pour tout arrêter et demandent de ne pas attaquer. Cependant, Brangoire semble mécontent d'eux pour avoir outrepassé son autorité. Seth essaie de provoquer le spectre et celui-ci réagit en attaquant, sous le regard attentif de tout le monde. D'une manière ou d'une autre, Seth parvient à s'échapper de la boîte magique juste avant de sentir qu'il était sur le point de mourir à cet instant précis. Pendant ce temps, dans la forêt, Grimm est poursuivi par Dragunov et Lieslo, qui l'attaquent sans relâche. Il disparaît comme par magie. Seth se réveille après être resté inconscient sur le sol, et non seulement cela, mais il réveille aussi son pouvoir caché. À son grand malheur, Diabal est témoin de la perte de contrôle de Seth. Après sa transformation, Seth affronte le type étrange qui se défend en invoquant des spectres magiques qui essaient de s'unir pour empêcher notre protagoniste d'en finir avec Diabal. Le combat entre Seth et les fantômes se termine lorsque le type étrange de la grotte utilise ses pouvoirs et expulse le garçon de cet endroit. À l'extérieur de la grotte se trouve Maher qui observe cet événement, les mains derrière le dos, mais apparaît juste au bon moment pour attraper Seth et décide de l'emmener pour soigner les blessures du garçon. Les esprits sont sortis pour voir ce qui est arrivé à Seth et ils se demandent s'il a vraiment échappé après cette grande attaque qu'il a reçue. Au loin, ils voient Maher allongé en train de jouer avec des fleurs, et Diabal apparaît en leur demandant s'ils ont trouvé le garçon. Il exige qu'ils le trouvent et le tuent par tous les moyens nécessaires, afin qu'il ne découvre pas la cachette de son maître, et il lui demande qui était ce garçon, et Diabal répond qu'il était lié à celui qui lui a infligé les cicatrices sur son corps. Une fois que Maher voit que tout est clair et hors de danger, il informe Seth qu'il lui rendra visite bientôt, pendant qu'il se cache à l'intérieur du cœur de l'arbre. Molly avertit Doc que Seth est en danger, et alors qu'il traverse la forêt, il rencontre Okoo qui est apparu sur les lieux après avoir entendu une forte explosion. Et bientôt, Molly semble percevoir des traces appartenant à la magie de son ami. Puis elle utilise sa magie appelée Vestigia Invenir, et ils commencent à suivre une lumière qui les mène hors du château. Bientôt, en atteignant la forêt, Okoo avertit que l'endroit est protégé par une magie ancienne qui pourrait les faire se perdre et ne jamais retrouver leur chemin. Molly décide d'y aller seule malgré les avertissements, mais juste avant d'entrer, Okoo et Doc rejoignent la mission. En arrivant sur les lieux, ils sont surpris de voir un géant marcher à proximité.
En se cachant du géant, Maher apparaît derrière eux en portant Seth afin que sa femme puisse soigner les blessures du jeune homme. Dès qu'ils arrivent avec Jill pour soigner les blessures de notre protagoniste, les enfants ressentent de la terreur à cause de certaines blagues qu'elle fait, mais elle se met rapidement au travail. Jill et Maher entrent dans la dimension spirituelle de Seth appelée Sith pour essayer de le guérir, mais pour cela, il doit d'abord apprendre à contrôler son âme et ne pas perdre le contrôle à nouveau. Après cela, avec l'aide d'Okoho, Bak et Millie parviennent à entrer dans la dimension spirituelle de Seth. Ils essaient aussi de le convaincre de faire un effort pour contrôler son âme. Après cela, le trio d'aventuriers et les amis de Seth se réveillent, et Millie leur dit que leur ami va bien et est prêt à quitter Seth, bien qu'il reste d'abord dans la forêt pour s'entraîner un moment avec Maher. À l'intérieur du palais flottant, la reine de Sitandri convoque les amis de Seth et aussi Branguiard. Elle semble leur donner un avertissement sévère, leur disant qu'elle fait confiance à ses chevaliers, mais lors de leur dernière bataille, contre les spectres, les gens ont commencé à douter du pouvoir du chevalier, ce qui pourrait amener les barons marchands à essayer de prendre le contrôle des terres. Plus tard, le défi a été spécifiquement dirigé vers Okoho et Millie pour avoir brisé le gisonnier en agissant de leur propre chef. Sans hésitation, Mordred interrompt et dit à la reine qu'Okoho a pris la bonne décision, sinon ils seraient tous morts aux mains des deux spectres. En entendant cela, la reine suppose alors que Branguiard a pris la mauvaise décision. Elle décide qu'à partir de maintenant, Gulisme s'occupera des apprentis. Plus tard, lorsque la reine prend Okoho et lui dit qu'elle a son soutien car ses décisions sont dignes d'une dame chevalier. Après que Seth décide de rester dans la forêt magique pour s'entraîner avec Maher pendant son séjour dans la forêt magique, il s'endort dans une bulle de sève. Lorsqu'il se réveille, on lui dit que 3 ans se sont écoulés. Mir explique à Seth que le temps dans la forêt magique est différent. Alors que 3 ans se sont écoulés là-bas, dans le monde réel, seuls quelques jours au plus se seront écoulés. Sachant cela, Seth se sent plus calme et peut se concentrer sur son objectif principal, maîtriser le pouvoir obscur en lui. Pendant l'entraînement, Seth découvre que dans la dimension Sith est piégée une créature sombre qui le chasse chaque fois qu'il active son pouvoir caché. Mir dit à Seth que Peyton est très cruel d'avoir mis une telle créature dans son corps. Seth s'entraîne à contrôler le chargeur obscur libre en lui. Après avoir échoué à nouveau, Maher et Jill lui donnent un bracelet fait de bois magique et de cheveux de Maher. Maher a expliqué à Seth que lorsqu'il perd le contrôle, il peut utiliser ce bracelet pour s'ancrer au monde et avoir un meilleur contrôle sur lui-même. Pendant ce temps, les chevaliers sorciers sont alertés d'un ennemi rôdant à la périphérie de la ville et se mobilisent pour l'intercepter. En arrivant sur les lieux, ils rencontrent un mille-pattes qui attaquait une ferme à la campagne, et Gélis le vainc rapidement en le coupant en deux. Millie et Okoho participent au nettoyage, engageant une conversation quand soudain, un ennemi beaucoup plus grand est repéré non loin du premier. Le chevalier se déplace rapidement pour le vaincre. Tandis que Millie et Okoho volent pour aider, Okoho remarque que le Némésis vaincu était en fait un groupe de Némésis Echo qui s'était maintenant séparés et avait commencé à attaquer les fermiers. Ils décident de se battre pour les défendre. Dans un tournant inattendu des événements, il semble que les chevaliers sorciers cessent de suivre les ordres de Branguiard pour obéir aux commandes d'Okoho, vainquant tous les échos en utilisant Gisoni. À la surprise générale, les chevaliers, en voyant les échos Némésis vaincus, supposent qu'ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Peu de temps après, un troupeau de Némésis apparaît. Épuisé, Okoho s'effondre de fatigue, observé de loin par 2 figures mystérieuses, qui supposent que le plan s'est déroulé comme il l'espérait. Après l'attaque des Némésis, les barons marchands sont apparus dans le royaume pour offrir de l'or aux paysans touchés par l'assaut. Pendant ce temps, Okoho et Millie se remettent de leurs blessures après la bataille et bientôt Mordred arrive avec un bouquet de fleurs, disant qu'il attend son retour aux côtés des chevaliers. Il explique qu'il a parlé avec les officiers de haut rang pour empêcher son expulsion, car il exprime le besoin de la voir à ses côtés, la citant comme une officier précieuse. Seth continue son entraînement, mais malheureusement, il échoue à nouveau. Puis Mir décide qu'il est temps pour eux de faire une pause pour aujourd'hui. Et pendant qu'il parlait, notre protagoniste découvre que Mir est une fée poilue de 853 ans, la dernière de son espèce. Cependant, la reine de la forêt est enceinte de lui, et dans quelques années, il y aura plus de fées. C'est pourquoi Mir ne peut pas quitter la forêt, car il doit protéger la nouvelle couvée qui arrive. Dans une dernière tentative, Seth se concentre pour enfin contrôler sa force et l'empêcher de le consumer. Mir demande au garçon d'essayer de ressentir sa connexion avec le monde, et alors que son corps est consumé par une tache sombre, il craint de se transformer en monstre et de détruire tout sur son passage. Avec l'aide du bracelet que lui ont donné Mir et Jill, il parvient à penser à tous les êtres qu'il aime sur Terre, ceux qu'il ne voudrait pas perdre s'il perd à nouveau le contrôle de son pouvoir. Enfin, Mir l'informe que Seth a réussi à attacher l'intrus dans le tamis et n'est plus en danger. De plus, il commence maintenant à utiliser sa magie pour créer plutôt que détruire comme avant.
Le moment est venu pour Seth de quitter la forêt pour continuer sa quête du radiant. Et Mir lui dit que le garçon est l'espoir des fées et que le monde où elle prospérait autrefois renaîtra. Le grand festival est sur le point de commencer, avec de nombreux divertissements pour les enfants de la ville. Molly s'assure que le chien est prêt pour une promenade lors de l'ouverture. L'alter ego secret de Molly fait à nouveau son apparition, laissant tout le monde présent indemne. Après avoir terminé leur entraînement, Mordred invoque temporairement Okoho. Pendant ce temps, les autres commencent à remarquer quelque chose d'étrange en s'éloignant. Molly fait attention à son environnement, ayant l'impression que quelque chose l'observe depuis longtemps. Elle se cache derrière la paille, puis suit ces étranges personnages à une distance sûre. Elle est bientôt interrompue par Jalis. Alors qu'il lui parle, elle fait semblant d'écouter bien qu'elle sache qu'elle a déjà perdu de vue ces figures mystérieuses. Molly promet à Bobley que s'il peut les retrouver, elle lui donnera une récompense. Pendant ce temps, à l'extérieur du palais, une silhouette est découverte accroupie et quelqu'un essaie de l'attaquer par derrière. Bobley jette rapidement le corps de Doc pour une contre-attaque instantanée. Juste au moment où tout semble perdu, Molly arrive à temps et parvient à enfermer le capitaine des chevaliers sorciers avec sa magie. Brangoire explique que Molly a mal interprété la situation car c'est en fait un ennemi spectral qui attaque Molly à contre-cœur. Cependant, elle est arrêtée par Seth. L'intrus s'échappe dans la forêt en utilisant son balai. Les autres suivent le mouvement. Plus tard, deux fermiers sont terrifiés par l'apparition de figures spectrales. Utilisant ses pouvoirs, Seth parvient à intercepter l'ennemi à temps qu'il quitte facilement le corps d'Okoho. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Brangoire prétend avoir observé Okoho depuis longtemps. Bien qu'elle les croie sur ce qui s'est passé, elle ne se souvient pas d'avoir fait quoi que ce soit pendant qu'elle était manipulée. La jeune fille lui montre une marque et explique que quiconque appuie sur cette zone peut lui faire n'importe quoi. Après avoir effectué un test, Brangoire réalise qu'elle est sérieuse. Plus tard, ils sont trouvés en train de voler. Okoho dit à nos héros qu'elle doit voir Mordred si elle le soupçonne. Seth lui conseille que si quelqu'un essaie de la manipuler, elle devrait attaquer. Il lui donne aussi quelques mots de motivation. Okoho décide de rendre visite à Mordred car elle veut parler de la malédiction, et il l'accueille avec surprise. Puis il avoue, disant qu'il l'a manipulée pour que les supérieurs ne lui fassent pas de mal, car il semble que la reine et ses serviteurs soient impliqués dans tout ce qui concerne le spectral Némésis. Okoho est maintenant attristée car elle réalise que sa meilleure amie l'a trahi. Le lendemain, la cérémonie pour honorer les chevaliers sorciers commence et Okoho est au centre de l'événement. Alors qu'elle est à la cérémonie et sans que personne ne le soupçonne, Okoho explique qu'elle ne veut pas du titre de chevalier sorcier. Après avoir clarifié cela, elle décide d'accuser la reine Boudica d'être responsable de l'apparition du Némésis spectral. Elle leur dit que la reine a utilisé les pouvoirs de ses créatures pour protéger ses domaines et garder sa population sous contrôle. Alors que tout allait être révélé, un chevalier sorcier entre soudainement dans la pièce pour informer la reine d'une nouvelle urgente. L'Inquisition et les barons marchands sont sur le point d'envahir la ville. L'ennemi est rempli de détermination pour la bataille à venir. En apprenant cela, la reine Boudica ordonne immédiatement à ses chevaliers de lancer une contre-attaque contre l'ennemi. Pendant ce temps, Seth confie à Doc la tâche de rassembler des informations vitales. Plus tard, nous voyons Doc trouver un livre contenant des données sur Radia et il se rend compte que la page importante qu'il cherchait a été arrachée. Seth, quant à lui, rencontre à nouveau l'étrange individu, celui qu'il a vu dans la grotte auparavant. Cet individu s'appelle Diabal, qui a aussi des cornes comme notre protagoniste. Diabal dit à notre protagoniste que plusieurs années auparavant, lorsqu'il était orphelin, il a rencontré Poden. Il explique qu'il a expérimenté sur lui, puis l'a rejeté comme si de rien n'était. Diabal avoue qu'il se cache dans la cité de Merlin pour que Poden ne le trouve pas. Il révèle également que les sorciers cornus sont chassés par l'Inquisition car ils ont apparemment le pouvoir de sauver le monde avec leurs capacités. Pendant ce temps, à l'extérieur de la grotte, la bataille est à son apogée et la reine se force à utiliser les pierres magiques pour exploiter la force des anciens rois. Il faut préciser que l'Inquisition et les marchands avaient une connaissance préalable de la cité de Merli. C'est pourquoi ils étaient préparés à contrer toute attaque inattendue de la reine et de ses alliés, puisque Mordred est un traître et a fourni cette information à l'ennemi. Soudain, les inquisiteurs mettent à l'épreuve un étrange artefact qui élimine complètement toute magie des sorciers. Malheureusement, la forêt magique où réside Mer est également en danger de disparaître car la source de son existence est la magie. D'autre part, Okoho dit à notre protagoniste qu'une bataille féroce se déroule à l'extérieur et qu'ils ont urgemment besoin de l'aide de notre héros. Avant de terminer la conversation, Seth demande à Diabal de rejoindre leur équipe pour arrêter les méchants, mais le jeune homme refuse car il est trop effrayé. Cependant, il donne à Seth une pierre sculptée et lui dit que lorsqu'il arrivera sur le champ de bataille, il l'activera. En d'autres termes, il utilisera le Némésis spectral à distance.
C'est maintenant que notre protagoniste émerge à la surface et apprend que Dragunov et sa compagnie ont kidnappé son ami. La reine commence à planifier une stratégie pour détruire l'artefact qui prive tout le monde de pouvoir, car sans lui, ils ne peuvent pas gagner la guerre. Malgré l'absence de magie, certains parviennent à réaliser des attaques fantastiques qui infligent de grands dégâts à l'ennemi. Plus tard, nous voyons Okoho retenue captive à bord de l'un des avions. Devant elle se tient le traître qui se disait autrefois son ami. Saisissant son opportunité, la reine se précipite à toute vitesse vers l'artefact anti-magie, écrasant plusieurs ennemis en chemin. Malgré ses efforts, elle est contrecarrée par les pouvoirs de l'ennemi. Pour diverses raisons, la stratégie change lorsque Dragunov et Seth finissent par former une alliance pour mettre fin à la guerre une fois pour toutes, car c'est un intérêt commun entre eux. Maintenant, nous voyons ce méchant révéler son arme secrète, qui est un immense vaisseau volant blindé appelé Uranus. Ce vaisseau a la capacité de détruire une ville entière. Plus tard, avec l'aide de Dragunov, notre héros parvient à s'approcher de l'endroit où se trouve l'ennemi. C'est parce que Dragunov n'est pas en faveur des méthodes utilisées par l'Inquisition pour atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi il décide de quitter son poste dans l'organisation. Heureusement, son ancien équipage décide de le suivre fidèlement. Oko reste capturé par le traître Mordred, et il en profite pour mentionner que, tout ce temps, il était un infiltré, ajoutant qu'il pouvait faire tout cela parce que sa malédiction l'empêche d'avoir des émotions envers les autres, ce qui signifie qu'il ne se soucie pas de trahir ses propres amis. Il révèle qu'il est l'un des fils de l'un des barons marchands, qu'il a envoyé enfant à Merli pour être un informateur. Malgré cette adversité, Okoho parvient à vaincre Mordred en utilisant son sort Jieshomi. Pendant ce temps, Seth se retrouve face à face avec Santori. Ainsi, la bataille commence, mais avant toute chose, quelque chose de complètement inattendu se produit. Un individu dans une armure puissante qui permet aussi de voler arrive. Qui est sous l'armure? Personne d'autre que Doc. Lorsque le jeune assistant se faufilait dans la bibliothèque, il est tombé sur les pierres du temps. C'est alors que Doc est entré en contact avec les pierres et a automatiquement acquis cette puissante armure. Sans plus attendre, notre petit héros affronte Santori. Cependant, il n'a bientôt d'autre choix que d'abandonner le combat car il décide d'aider la reine de Merli. Maintenant, le combat entre Seth et le vieux méchant continue, et cette fois, ils sont au même niveau de force et de puissance bien que Santori ait toujours l'avantage. Puis, lorsque Seth décide d'activer les pouvoirs que lui confèrent les pierres de Diabal, invoquant ainsi un ennemi spectral à l'image de Diabal. Malgré tous les efforts, le vieil homme parvient à vaincre brièvement nos héros. Après avoir fait tout ce qui précède, Mordred regrette en larmes, et Okoho se sent également triste. Mais néanmoins, elle se retire sans l'aider. D'autre part, grâce à son armure spéciale, Doc peut éloigner la reine du danger. Les problèmes ne s'arrêtent donc pas là. À ce moment-là, le colonel avait ordonné une augmentation de la puissance de la machine d'absorption magique. En conséquence, la reine de la forêt magique meurt. En réalisant cela, Mer devient furieux car ils ont essentiellement éliminé sa femme et ses enfants. Cela le conduit à se transformer en un être grand et très fort, avec l'intention de détruire tous les humains dans le monde. De cette manière, il parvient à faire exploser plusieurs navires appartenant à l'Inquisition. Pendant ce temps, Seth, en apprenant la mort de la reine, perd le contrôle et détruit rapidement les navires de son ennemi. Dans une autre scène, nous pouvons voir Poden et Diabal se rencontrer à nouveau. Apparemment, Poden a pu le trouver parce qu'il a activé son ennemi spectral révélant sa position. Pendant qu'ils conversent, Mer sème le chaos partout sans que personne ne puisse l'arrêter. D'autre part, lorsque Seth est hors de contrôle, une femme des inquisiteurs nommée Sulmina le capture et essaie d'absorber le mal de son corps. Plus tard, la reine Boudica est attristée parce qu'elle n'a rien pu faire pour empêcher la destruction de la forêt magique. Pour la ramener à la réalité, Okoho lui donne une gifle. Grâce à cela, elle reprend conscience et parvient ensuite à détruire l'artefact qui draine la magie. Bien que Sulmina essaie d'absorber toute son obscurité, elle ne peut pas terminer car ils parviennent à le sauver. Ce qui est surprenant, c'est qu'après être entrée en contact avec le corps du jeune homme, la femme devient accro à son obscurité. En fait, lorsqu'il est sauvé et éloigné d'elle, elle devient déprimée et promet de se débarrasser de toute sa noirceur la prochaine fois. D'autre part, à la fois les inquisiteurs et les marchands fuient le champ de bataille, terrifiés par la fureur déchaînée de Mer. Enfin, notre protagoniste reprend conscience en entendant la voix de Merli. Maintenant qu'il est de nouveau calme, Seth essaie aussi de calmer Mer pour le ramener à la normalité. Il réussit en réalisant que ses enfants sont toujours en vie car la reine de la forêt s'est sacrifiée pour sauver sa progéniture. De cette manière, Mer reprend ses esprits et décide heureusement de pardonner à tous les humains, car c'est ce que sa femme aurait voulu. Celle qui s'occupe des bébés avant leur naissance se révèle être la reine Boudica. Et lorsque la bataille se termine, Okoho devient l'héritière du trône du royaume, mais elle devra attendre que la reine actuelle décide d'abdiquer. Il décide de quitter la ville pour voyager avec Seth et reviendra quand le moment de son couronnement viendra. Avant de partir, Brangoire donne à Dot l'une des pierres magiques, celle qui lui permet d'utiliser sa puissante armure quand il en a besoin.
Mélie, Okoho, Doc et Seth disent au revoir à la reine et à la ville, puis continuent leur voyage pour trouver le Radiant. Alors, est-ce la fin? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous et commentez si vous voulez une suite, et regardez l'anime suivant à l'écran.